Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Alliance Vita. Nous sommes heureux de vous voir très nombreux et aujourd'hui nous allons parler donc de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, avec un focus sur les angles morts de cette pratique et des pistes de prévention. À force en effet de parler d'avortement comme d'un droit inaliénable, les réalités qui conduisent les femmes à avorter sont bien souvent invisibilisées. Quels sont ces angles morts dont on ne parle jamais ou dont on parle trop peu? Et on va essayer d'avancer ensemble pour, au-delà des oppositions, explorer des pistes de prévention pour que l'avortement ne soit pas une fatalité. C'est une urgence sociale. Pour en parler avec moi, Caroline Roux, directrice générale adjointe d'Alliance Vita. Bonjour Caroline. Bonsoir. Et Valérie Boulanger, spécialiste des questions liées à la maternité et à la grossesse. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors Caroline est spécialisée dans l'écoute des personnes en difficulté. Elle apporte son soutien et son expertise au service d'écoute d'Alliance Vita. Elle intervient dans le débat public également. Elle a publié aussi plusieurs articles récents sur la prévention de l'avortement. Et elle a lancé en 2010 la publication du guide des aides aux femmes enceintes. Valérie Boulanger, après une expérience professionnelle de consultant, de sociologue, est écoutante depuis 25 ans. Et elle apporte à Alliance Vita son expertise dans des missions d'études et de formation. Toutes deux vont nous aider à avancer sur ce sujet si délicat de l'avortement. Depuis 25 ans, en effet, Alliance Vita est engagée dans l'animation d'espaces d'écoute sur toutes les questions liées à la maternité et à la grossesse. Et ça englobe les questionnements autour des grossesses imprévues ou difficiles, bien sûr, mais aussi le deuil périnatal, l'accompagnement post-avortement ou post-fausse couche, les suspicions de handicap ou encore les questions liées à l'infertilité. Au cours de ce webinaire, nous allons aborder tout particulièrement les défis autour de ce que l'on nomme l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement. Un an après l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution, les dernières statistiques indiquent un chiffre record du nombre d'avortements en France. En 2023, ce chiffre s'élève à 243 600 avortements pour 678 000 naissances. Alors, sans plus tarder, nous commençons avec une première question pour vous, Caroline Roux. Vous avez écrit une tribune tout récemment, en janvier dernier, intitulée «L'IVG s'impose trop souvent comme une fatalité», publiée en janvier. Euh, Comment est-ce qu'on peut se satisfaire d'un taux d'avortement qui est, je crois, parmi les plus élevés en Europe? Oui, eh bien, juste pour préciser ce que l'on entend par taux, il se calcule pour 1000 femmes en âge de procréer. Et pour la France, il se situe à 16,8 IVG pour 1000 femmes en âge de procréer. Et ce taux a augmenté de 14% en 6 ans. Et comme vous le disiez, c'est le plus élevé, un des plus élevés en Europe. Et en plus, si on le considère à partir des âges, des tranches d'âge, il est particulièrement élevé chez les jeunes entre 20 et 35 ans, avec un pic chez les 20-25 ans, les 25-29 ans, pardon, à près de 30 000, donc 29,7 pour 1000 femmes en âge de procréer. Et selon les calculs de l'INED, eh bien, c'est plus d'un tiers des Françaises qui connaissent un avortement une fois dans leur vie. Donc, pour moi, c'est une alerte extrêmement forte. Pourtant, c'est un élément de santé publique qui n'est pas pris en compte. Et j'ai été extrêmement choquée et interpellée lorsque, pendant le confinement, le ministre de la Santé d'alors, Olivier Véran, s'était alarmé de la baisse du nombre d'avortements. Et ça, c'était en 2020. Et depuis, les différents ministres qui sont passés ne sont jamais alertés sur justement la hausse du nombre d'avortements, et comme si aborder ce sujet serait tabou. Mais alors cette hausse du nombre d'avortements qui est en effet significative, expliquez-nous un peu comment est-ce qu'on en est arrivé là finalement? Ben, on peut dire qu'il y a un double mouvement qui traverse la société. D'abord, un mouvement plus idéologique qui affirme que l'avortement fait partie de la vie des femmes et qu'il ne faut pas en faire un drame. Voilà, l'important, c'est que les femmes y aient un accès le plus aisé possible. Et c'est ce mouvement qui a participé aux divers changements de la loi depuis 50 ans. Elle a été modifiée 9 fois. Et puis un mouvement moins radical qui persiste dans la croyance que les avortements diminueraient avec la hausse de la prise de la contraception médicalisée. Eh bien que l'accès soit aujourd'hui généralisé, eh bien, ça ne s'est pas réalisé et les avortements ont progressé.
Et l'idée la plus partagée, la plus partagée dans notre société, c'est que en cas d'échec, d'accident de contraception, eh bien, l'IVG est considéré comme un moindre mal, on va dire. Alors cependant, il persiste des interrogations qui concernent plus les avortements à répétition. Mais c'est vraiment ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à écouter les femmes qui se posaient la question de la poursuite d'une grossesse ou des situations en post-avortement, c'est le lien étroit justement de cette omniprésence de la contraception dans nos échanges et qui était présent dans beaucoup de situations. Et tout cela est corroboré par une étude de l'INED, donc l'Institut national d'études démographiques. 72% des femmes qui avortent disent avoir suivi une méthode de contraception lorsqu'elles ont découvert leur grossesse. Et donc, ce qui fait dire à l'INED, donc toujours cet institut, que la maîtrise totale de la fécondité par la contraception est une illusion et parce que il y a pas mal de mauvaises utilisations, des différentes techniques, également des échecs qui sont nombreux et je crois que Valérie reviendra dessus. Plus globalement, on peut dire que dans cette ère de la planification, de la programmation des naissances, eh ben, l'échec de planification est devenu plus difficilement acceptable et conduit plus systématiquement vers l'avortement. Et au fond, qui se résume dans cette question, hein, est-ce qu'on peut accueillir aujourd'hui un enfant qui n'est pas programmé? Et on peut dire qu'il y a quelques années, l'enfant était l'impensé hors mariage, hein, avec toute sa cohorte de réprobation si une femme était enceinte hors mariage, hein, ce qui l'a marginalisée, et tant de femmes qu'on avait nommées des filles-mères, hein, c'est une formule très péjorative et stigmatisante. Eh bien, à notre époque, on arrive à faire de l'enfant un impensé de la relation sexuelle si on ne l'a pas décidé. Et c'est particulièrement sensible chez les hommes. Donc, dans ces conditions, l'échec de contraception peut conduire à des situations très bancales, très compliquées. Et c'est dans ce cadre que se pose souvent la question de l'avortement, avec beaucoup de malentendus entre les hommes et les femmes. Donc, à travers ces paroles, il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessité d'exercer une maternité, une paternité responsable, mais de s'interroger sur les normes sociales autour de la contraception médicalisée qui peuvent mettre tant de femmes, de couples en grande difficulté. Mais ces échecs de contraception, ça peut paraître en effet un peu étonnant. On a l'illusion que c'est quelque chose d'assez bien connu, d'assez sûr. Comment il s'explique, Valérie Boulanger, tous ces échecs? Valérie? Non, votre micro. Ah, pardon. La question des échecs de contraception, c'est vraiment un angle mort des prises de parole et des débats autour de l'avortement et de sa prévention. C'est rarement évoqué, ou alors comme une fatalité qui accompagne nécessairement la vie des femmes et pour lesquelles l'avortement est une solution. Aucun moyen contraceptif n'est efficace à 100%. C'est ce qui est écrit sur la page dédiée du site de la CPAM, de la Sécurité sociale. Ça a même été remis à jour le 25 février dernier. Et les échecs de contraception concernent tous les contraceptifs. Le stérilet, le patch, la pilule. Et pour la pilule, il ne s'agit pas que des oublis de contraception. Ça concerne aussi l'implant, l'anneau vaginal, le préservatif. Enfin, tous les contraceptifs sont concernés. Et tous les discours autour de la contraception entretiennent cette illusion d'une maîtrise totale de la fécondité dont nous a parlé Caroline. Et aux chiffres qu'elle nous a cités, on peut en rajouter un autre. En 2021, 9% des femmes qui ont accouché utilisaient un moyen de contraception. Elles ont découvert leur grossesse alors qu'elles étaient sous contraceptif. Et ça représente 66 500 femmes. Les échecs de contraception sont bien une réalité. Et leur efficacité est calculée à partir de la probabilité qu'une grossesse survienne, alors en dépit de son utilisation non désirée dans l'année. Et on observe des écarts très importants entre l'efficacité théorique, qui est celle qui est divulguée, enseignée, voilà, qui revient en boucle, et l'efficacité pratique réelle, mais très peu d'informations, très peu de mots sont posés sur ces écarts, qui concernent en plus les préservatifs, les contraceptifs qui sont les plus utilisés, comme la pilule ou le préservatif,
même si depuis quelques années, on observe une désaffection régulière de la pilule vers le stérilet ou les méthodes naturelles, mais c'est toujours une réalité. Les échecs de contraception concernent aussi bien les femmes qui sont sous stérilet, sous patch ou sous implant. Donc, voilà. Et on explique souvent aux femmes qui découvrent leur grossesse alors qu'elles sont sous contraception que c'est certainement parce qu'elles sont hyper fertiles. Il n'y a aucune information réelle qui est donnée sur la réalité de la maîtrise de la fécondité par la contraception et sur ses risques d'irruption d'une grossesse. C'est pas transmis, c'est pas appris à l'école, c'est peu dit par les médecins. Et on peut vraiment dire que ce manque d'information, cette fausse information, c'est vraiment une tromperie des personnes qui se retrouvent alors dans des situations souvent dramatiques. Alors qu'on peut, d'un autre côté, parler d'une réelle injonction contraceptive, d'un devoir de contraception. Merci beaucoup Valérie, c'est très éclairant. Et on va donner aussi la parole aux hommes, à des hommes que Alliance Vita a interrogés dans la rue il y a quelques années, en 2016, à l'occasion d'une campagne de sensibilisation sur le thème de l'avortement, campagne qu'on avait appelée Levons les malentendus. L'idée était de voir un petit peu quelles étaient les idées reçues que pouvaient avoir les hommes et les confronter à la réalité. Alors, cette vidéo que nous allons regarder, on a posé aux hommes que vous allez entendre une question assez simple sur le lien entre sexualité et procréation. Voilà, quel est le lien entre sexualité et procréation? Est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils le comprennent? Vous allez voir, leurs réponses sont assez intéressantes. Est-ce que sexualité est liée à paternité potentielle? Non, pas forcément. Je vois pas le rapport. Oui, je pense que oui. Enfin, si, je vois le rapport évidemment, mais Je crois que c'est lié. non, je pense pas. C'est au départ le but de la sexualité. Pas forcément. Forcément, parce que pour faire des enfants, il y a forcément un rapport sexuel pour moi. Mais en même temps, on cherche quand même à avoir du plaisir. On peut avoir une sexualité sans pour autant vouloir des enfants. La sexualité, ça peut être pour rigoler aussi. Il n'y a pas de raison que de paternité, quand on se protège, quand on utilise des moyens contraceptifs adéquats. De nos jours, avec les précautions qu'on a, on fait le choix d'être papa ou pas. C'est pour ça qu'il faut utiliser plusieurs moyens de contraception. Par exemple, le préservatif pour l'homme, mais aussi la pilule pour la femme. Compte tenu de l'ensemble des modes de protection possibles, je pense qu'on peut limiter le risque à tendance zéro. La contraception est un moyen sûr à 100% pour éviter une grossesse non voulue. Oui, la contraception, normalement, est fait pour éviter justement de ne pas avoir d'enfants. Il n'y a jamais de moyen sûr à 100%, ça c'est sûr. Récemment, il y a eu le contraceptif masculin aussi qui est sorti. Je pense que si on cherche d'autres solutions, c'est que ça marche jamais à 100%, il y a toujours un facteur risque. Donc on est à l'abri de rien justement. Enfin voilà, il y a forcément un petit risque systémique, mais bon, c'est... Alors, on le voit, hein, les hommes ont parfois des idées reçues que Caroline déjà nous a un petit peu débunkées, si l'on peut dire. Quel est l'impact en fait de ces échecs de contraception, de ces fausses croyances sur les relations entre les hommes et les femmes? Comment, Valérie, sont vécus ces échecs de contraception? La procréation n'est plus le centre de la sexualité, qui occupe aujourd'hui le plus souvent la place première dans les relations. Et l'engagement sexuel constitue la base, bien souvent, de ces relations et des couples aussi. C'est en général, une grosse généralité, on peut dire, aux femmes qu'incombe la responsabilité et l'obligation de contrôler les conséquences de l'acte sexuel. Il s'agit de gérer la fécondité de la femme et non pas celle du couple. De ce fait, nombre d'hommes ont été ou se sont sentis ou ont vécu comme dépossédés de la conscience de leur capacité permanente d'engendrement et de la responsabilité des conséquences de la relation sexuelle. Ce qui est présent et ce que nous notons le plus souvent dans les demandes d'écoute que nous recevons, c'est d'une part une grande culpabilité des femmes en cas d'échec de contraception et d'autre part, bien souvent, une demande d'avortement de leur partenaire intime.
Ce sont les femmes qui portent particulièrement le poids de cette culpabilité et c'est aussi quelque chose qui les fragilise profondément. En effet, comment faire face au sentiment de trahison, à la panique, à la colère éprouvée par l'homme qui n'avait absolument pas imaginé que ces relations sexuelles pouvaient donner une grossesse et qui pensait que la situation était sous contrôle, sans la plupart du temps s'en préoccuper réellement. Comment faire face à sa réaction de rejet, même si ça peut être aussi une première réaction de rejet, mais comment y faire face? Et c'est ce qui vient en premier submerger les femmes, cette culpabilité et souvent cette violence de la réaction de l'homme qu'elles redoutent très souvent. Et c'est ce qui les submerge avant même de pouvoir explorer ce qui se passe pour elles, ce qui leur arrive, que cette grossesse peut représenter pour elles. Et c'est vraiment un gros poids. C'est en effet, surtout dans le cas d'une grossesse inattendue ou imprévue, j'imagine une très grosse surprise et pas toujours positive. Mais ces femmes, vous me dites qu'elles ont du mal aussi à s'imaginer dans la grossesse. Caroline Roux, on parle souvent de normes procréatives, de normes sociales autour de la grossesse et de la maternité. Oui, alors ce qu'on nomme normes procréatives, ça a été défini par les démographes, hein, comme un ensemble des bonnes conditions pour avoir un enfant et les conditions sociales. Hein. Et ces normes, finalement, se sont dessinées, ils les ont observées hein, à partir de l'institutionnalisation de la planification des naissances. Hein. Et la notion de naissance programmée renvoie au fait donc de choisir le beau moment pour l'arrivée d'un enfant et d'avoir réuni préalablement un certain nombre de conditions. Alors, ces conditions, elles concernent l'âge, ni trop jeune, ni trop âgé, le statut social, avoir terminé ses études, par exemple, avoir un emploi, disposer d'un logement, de vivre en couple. Alors, pas nécessairement marié aujourd'hui, mais stable, cohabitant, avec deux partenaires qui souhaitent devenir parents ou qui s'en sentent à peu près prêts. Et donc, en soi, elles ne sont pas mauvaises, mais elles peuvent se faire pesantes face à une grossesse inattendue et même se transformer de manière inconsciente en injonction et qui arrive comme une pression insidieuse vers l'IVG. Et je me souviens de cette jeune de 25 ans qui confiait, alors qu'elle avait un job durable, elle était avec son compagnon depuis 5 ans, et elle s'inquiétait d'être enceinte. Par quoi? Parce qu'elle ne croisait jamais de femmes enceintes plus âgées. Et cette jeune qui se confiait à notre association disait « Je ne me vois pas la seule de mes copines à avoir un bébé ». Voyez. Et comme je l'ai dit, c'est le plus fort taux d'avortement, c'est les 25-29 ans. Et l'âge de la maternité a reculé de 4 ans hein, depuis les années 70. Donc à la fois, on se désole dans sa société de maternité trop tardive qui peuvent avoir des liens sur l'infertilité après, rendre plus difficile d'avoir des enfants. Et donc ça doit nous interroger collectivement sur la prévention à conduire sur ces jeunes femmes qui souvent démarrent leur vie professionnelle, donc c'est un moment un peu plus complexe. Mais ces normes, elles s'appliquent aussi au sein des familles déjà constituées. Elles concernent le nombre d'enfants, 1, 2, voire 3, l'espacement aussi entre les naissances, hein, ce qui est voulu par les Français, c'est à peu près 3 ans, enfin ce qui est dit dans les études. Et puis aujourd'hui, il y a une forme de pression qui existe à travers les conditions qui sont valorisées de la maternité. Alors, c'est les femmes qui doivent tout concilier, la vie professionnelle, la vie familiale, doivent décider du moment où le bébé vient, être de bonnes mères aussi, entre guillemets. Et il y a des publicités qui moi, m'ont interpellée sur la manière de réussir son bébé, les régimes à suivre, l'alimentation, l'éducation qu'on doit donner. Voilà, donc il y a beaucoup qui pèsent. Et des enquêtes récentes ont montré que les tensions que ça génère au sein des jeunes couples et des formes d'angoisse par rapport à l'idée d'être parent même. Et il y a un sondage récent, là, en janvier 2025, le sondage Odoxa, qui dit que la moitié des jeunes parents envisagent de se séparer dans l'année qui suit la naissance hein, de leur enfant. Donc, c'est énorme. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Ça veut dire qu'ils l'ont envisagé, que ça a été un moment difficile. Ils n'avaient pas imaginé les tensions, l'aménagement aussi que ça demande. On
pense toujours à la grossesse comme un nirvana. Ben voilà, c'est aussi plus complexe que ça aussi. Donc ça, toutes ces données méritent d'être explorées au service d'une véritable politique sociale d'accueil de l'enfant. Oui, alors la peur d'être parent, l'angoisse, et puis vous dites ces tensions qui sont générées. Alors quand l'enfant arrive, pour la moitié des couples, c'est énorme en effet. On entend souvent aussi, peut-être dans cette génération de jeunes aujourd'hui de 20, 25, 29 ans que vous citiez, la peur de l'avenir, un contexte qui paraît un peu difficile, incertain, que ce soit au niveau écologique ou à d'autres niveaux. Valérie, est-ce que ça a des répercussions sur la décision d'être parent ou non? Oui, en effet. Aujourd'hui, vient s'ajouter à toutes ces injonctions sociales sur la maternité un profond sentiment de vulnérabilité sociale qui repose sur l'impression de vivre une époque qui est particulièrement dure, particulièrement difficile, particulièrement incertaine. Il y a la guerre en Europe et au Moyen-Orient, il y a les incertitudes économiques, les risques climatiques, l'avenir écologique, les risques sanitaires, la mémoire du Covid est encore vive. Bref, tout ça, ça constitue un espèce de climat de peur de l'avenir et aussi un fort sentiment d'impuissance, quelque chose contre lequel on ne peut rien. Et dans ce contexte, est-ce raisonnable de mettre un enfant au monde? Le deuxième point de cette vulnérabilité sociale, c'est aussi un fort sentiment de vulnérabilité financière. Dans ce contexte économique qui est perçu comme très anxiogène, 85% des Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Et 34% disent que pour eux, c'est un vrai souci, que les fins de mois sont un vrai souci. Et ce chiffre monte à 61% pour les familles de 3 enfants, ce qui est énorme. Ça, c'est une étude, un sondage qui a été fait pour le CESE par l'Institut Ipsos en octobre 2024. C'est une mesure très, très récente et donc très actuelle. Et tout ça, évidemment, ça impacte fortement la capacité de se projeter et de s'engager dans l'avenir. Et un enfant, c'est l'engagement dans l'avenir par excellence. Et donc, quand il s'agit en plus d'une grossesse imprévue, c'est encore plus difficile. Et puis enfin, il y a aussi un troisième aspect qui compose ce sentiment de vulnérabilité sociale, c'est la vulnérabilité conjugale et affective. 1 million de couples se forment chaque année, un quart par mariage, un quart par Pacs et la moitié en union libre. Et les séparations représentent environ chaque année 425 000 couples, ce qui est énorme. Et on sait aussi que 46% des mariages finissent par un divorce. En 2017, une relation de couple, donc c'était il n'y a pas très longtemps quand même, 2017, une relation de couple durait en moyenne 10 ans. Aujourd'hui, pour les millennials, c'est-à-dire la génération qui est née entre 1980 et 2000, cette relation de couple, elle dure en moyenne 4 ans. Et on peut dire que le couple qui dure toute une vie, ça n'est plus une évidence. Et forcément, ça impacte aussi sur la perception de la capacité à s'engager dans l'avenir et à engager la vie d'un enfant dans l'avenir. Merci, oui, c'est très très instructif de comprendre cette vulnérabilité. Mais au-delà des peurs et des angoisses donc qu'ont les femmes, qu'ont les couples, les couples qui n'envisagent plus forcément d'être des jeunes parents, il peut y avoir aussi des pressions qui s'exercent sur les femmes et dont on ne parle pas tellement. Pourtant, un récent sondage, alors il a été commandité par le planning familial à l'IFOP en septembre dernier, septembre 2024. Et ce sondage a interrogé des femmes, notamment des femmes qui ont eu recours à l'avortement. Et donc parmi ces femmes, 29% disent avoir ressenti une certaine pression pour avorter de la part des professionnels de santé. Valérie, vous écoutez des femmes depuis très longtemps. Quel type de pression vous avez pu constater, vous, dans votre expérience? Cette question des pressions dont les femmes sont l'objet, c'est encore là un angle mort de l'avortement. La mise en avant du droit à l'avortement, de la conquête qu'il est censé représenter pour la liberté des femmes et qui se résume en mon droit, ma liberté, mon corps, mon choix, occulte tous les autres aspects de la réalité
et on constate comme un impensé autour des pressions qu'elles peuvent subir, en particulier des hommes. Bien souvent, ils sont prescripteurs d'une façon ou d'une autre de l'avortement. Plus de la moitié des femmes qui s'adressent à notre service d'écoute nous confient être confrontées à une opposition exprimée par l'homme. Et cette opposition s'exprime dans des réactions qu'on peut graduer et qui vont du silence à la violence physique, en passant par la mise en avant d'arguments, le chantage ou la menace de rupture, la rupture, l'expulsion du domicile, le harcèlement, la violence verbale et les menaces de violence physique. Parmi les professionnels de santé, peu sont formés à la détection et au repérage des violences et des pressions, et beaucoup aussi considèrent comme délicat, même impossible parfois pour certains, de questionner une femme sur son libre arbitre au risque de se voir accusée du délit d'entrave. Les pressions peuvent venir aussi de l'entourage, particulièrement pour les plus jeunes, des parents qui peuvent user des mêmes modes de pression que ceux qu'on voit pour les hommes. Et je suis très frappée par les jeunes femmes qui s'adressent à notre service d'écoute et qui sont rejetées par leur famille ou en grande difficulté avec leur famille parce qu'elles sont enceintes. On a reçu il y a encore quelques jours ce message. Ma mère m'a mise à la rue et j'ai jusqu'à samedi pour prendre toutes mes affaires. J'ai essayé en vain de contacter les services sociaux, mais je n'ai pas eu de réponse. SVP, si vous connaissez un endroit où je peux habiter dans des conditions décentes, faites-moi signe, SVP. C'est assez poignant. Le groupe social, les amis, les collègues, la famille élargie jouent aussi un grand rôle. Et que dire aussi des professeurs, des employeurs. Mais au-delà de toutes ces pressions caractérisées dont on vient de parler, ce qui me frappe, c'est aussi la constatation que la plupart des grossesses sont interrogées, qu'elles soient intentionnelles ou imprévues. C'est une des caractéristiques du climat qui entoure aujourd'hui la maternité dans notre pays. En cas de grossesse imprévue, les 3 premiers mois de la grossesse sont des mois de questionnement, pendant lesquels les femmes sont exposées aux pressions. Et questionnements et pressions qui ne s'arrêteront qu'une fois le délai légal de l'avortement passé. Et on peut vraiment dire malheureusement que ces 3 premiers mois de la grossesse sont un tabou en France, parce que ça ne se voit pas. Et les femmes le vivent souvent dans une grande solitude, qu'elles poursuivent ou qu'elles ne poursuivent pas leur grossesse. Il y a un enjeu particulier autour de ces 3 mois. Oui, il y a des pressions très dures alors qui s'exercent sur les femmes, vous l'avez dit, les hommes, tout l'entourage, la famille qui devrait aider les femmes, bien sûr, et c'est pas toujours le cas. On a parlé aussi de cette vulnérabilité, de la peur de l'avenir, mais quand la grossesse arrive, est-ce qu'il n'y a pas aussi des pressions économiques, Caroline? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les femmes dans leur décision d'avorter selon en fait leur situation économique personnelle? La question financière est souvent posée. Elle est souvent posée par un couple aussi, des questionnements comment on va y arriver, comment on va s'en sortir. Chacun en a un emploi précaire, vous voyez, c'est ce type de questions. Et une étude a montré en 2020, c'était une étude qui était sortie de l'INED, l'adresse, que ce sont les femmes qui aux revenus les plus faibles qui ont davantage recours à l'avortement que les plus aisés. Alors, c'est pas forcément des femmes en grande précarité, mais c'est souvent la grossesse qui peut les faire basculer dans des situations financièrement difficiles. Et spécialement quand les grossesses vont conduire à une rupture du couple, à une rupture de la cohabitation, on n'a plus de logement, et puis la femme va se retrouver seule. Et cette étude a été reconfirmée en 2021 par une autre étude, l'enquête nationale périnatale, qui indique une augmentation significative des femmes à revenus élevés parmi les femmes qui accouchent. Donc, elles sont 52% à avoir un revenu supérieur à 3 000 euros quand elles étaient 41% en 2016. Et puis, la part des femmes à très faible revenu qui est en nette diminution.
Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'avortement est vraiment un marqueur, peut s'avérer, en tout cas un marqueur d'inégalité sociale, avec à la clé, bien évidemment, son lot d'injustice et son lot de solitude aussi. Et dans ces situations, je dirais que la femme ou le couple va avoir besoin aussi de temps pour pouvoir se projeter dans un avenir possible sans céder à la panique. Hein, avec ce sentiment qu'on revoit souvent dans les réflexions d'ambivalence des femmes qui nous disent je suis heureuse et en même temps paniquée, hein, avec cette angoisse économique. Donc il y a ce balancement qui demande de prendre du recul et puis qui a besoin de temps pour se résoudre. Oui, vous en parlez très souvent de cette question du temps qui peut manquer. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu pour qu'on comprenne mieux? Ben, la question du temps, elle est cruciale. Or, dans ces moments d'hésitation à poursuivre une grossesse, et c'est vrai par rapport à toutes les pressions qu'on peut ressentir et dont Valérie a parlé, il y a une pression énorme, c'est celle du délai d'avortement et celui de l'avortement médicamenteux. Alors pourquoi? C'est un type d'avortement qui représente aujourd'hui 79% des avortements. Sa proportion n'a cessé d'augmenter depuis plusieurs années. Donc cet avortement est autorisé jusqu'à 7 semaines de grossesse. Il est présenté très souvent pour éviter un avortement dit chirurgical, qui est présenté comme plus invasif, plus complexe. Et on voit les femmes qui nous disent, mais j'ai peu de temps pour me décider, voilà, j'ai 2 jours pour me décider. C'est très paradoxal, alors qu'on a allongé les délais. Euh, et, euh, euh, et en plus, quand nous, on écoute beaucoup de femmes qui ont vécu cet avortement médicamenteux, et c'est loin d'être une méthode facile, avec la difficulté de prendre 2 cachets à 48 heures ou 72 heures d'intervalle, avec l'avortement quand ça se passe à domicile, qui a lieu chez les femmes, qui est aussi souvent dans une grande solitude, ça n'a rien de plus facile. Voilà. Et en tout cas, cette pression arrive voilà, dans des situations qui auraient justement besoin de temps. Alors, dans tous ces angles morts de l'avortement qu'on est en train d'explorer peu à peu grâce à vous, j'aimerais qu'on parle un peu des étudiantes. Donc, les jeunes femmes, on a vu que les jeunes avaient un très fort taux d'avortement en France. Valérie Boulanger, vous êtes particulièrement intéressée aux situations de ces étudiantes et à la parentalité étudiante. Euh, Dites-nous un petit peu, voilà, comment ça se passe quand on est enceinte étudiante? L'allongement des études est une réalité. Or, la parentalité étudiante qui ne remplit pas du tout les conditions de couple jugées solides, ni celles d'avoir un emploi stable et rémunérateur, aujourd'hui, c'est comme un impensé social et ça n'est absolument pas pris en compte dans le système éducatif français. On pourrait dire que vraiment la parentalité et particulièrement la maternité sont socialement construites en France comme absolument incompatibles avec les études. Et je voudrais vous citer un message qu'on a encore reçu il y a quelques jours d'une jeune fille enceinte, étudiante. Je suis allée voir l'assistante sociale, mais le problème, c'est qu'elle me dit de travailler et de mettre de côté, d'arrêter mes études afin de pourvoir aux besoins de l'enfant. Je le conçois qu'avoir un enfant constitue un coût, mais moi, ce que je souhaite, c'est poursuivre mes études pour avoir un meilleur métier et un meilleur salaire et lui offrir un meilleur avenir. Rien n'est prévu au niveau de l'organisation des études, ni des établissements, ni des résidences étudiantes pour les étudiants qui sont dans cette situation. Et nous en aidons beaucoup à pouvoir maintenir leurs droits, en tout cas de rester dans ces résidences étudiantes le temps de leur grossesse. Parce que beaucoup de pressions se font pour qu'elles s'en aillent dès que la grossesse est connue. Pour ces étudiantes, il y a aussi toute la pression du regard des autres, de la famille, des amis, et on peut vraiment dire que malheureusement, l'arrivée d'une grossesse imprévue durant une grossesse, quelle que soit, moi, je pense, durant les études, donne le plus souvent lieu à son interruption. Et d'après les derniers chiffres connus de l'Observatoire de la vie étudiante qui date de 2017, c'est chaque année 4% des étudiantes qui vivent une IVG. Et elle représente plus du quart des femmes qui
interrompent chaque année pour la première fois leur grossesse. Un autre chiffre qui très fort, qui nous interpelle, c'est 85% des grossesses imprévues qui surviennent pendant les études se terminent par une IVG. Il y a vraiment tout un champ de prévention à explorer et à mettre sur pied vraiment de toute urgence, je pense. Alors, Alliance Vita qui s'intéresse vraiment beaucoup à ces questions de l'avortement et de son impact sur les femmes, a réalisé tout récemment un sondage avec l'IFOP, là en janvier 2025. Et ce sondage nous apprend que 88% des sondés, 88% des Français considèrent qu'un avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes. Vous le voyez à l'écran, ce chiffre monte à 91% lorsqu'on interroge les femmes. Est-ce que, Caroline, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces traces psychologiques de l'avortement pour les femmes? Oui, ce sondage est intéressant, mais voilà, toutes les femmes n'expriment pas des difficultés ou des souffrances après un avortement, d'autant que souvent l'avortement va être un soulagement, vécu en tout cas comme un soulagement face à une situation conflictuelle, hein, on en a parlé, Valérie en a parlé, ou une panique en raison des conditions de vie qui sont loin d'être idéales si on poursuit cette grossesse. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, il n'y aura pas de regrets, de souffrances qui pourront s'exprimer. Donc, il ne s'agit pas ici de généraliser, mais si certaines femmes disent ne pas souffrir, en tout cas, cette souffrance existe et en tout cas, on l'entend dans nos services. Et je l'ai souvent remarqué de la part de femmes qui se posaient la question de l'avortement et qui disaient pour certaines d'avoir peur d'en souffrir car elles avaient vu leurs amis, leurs sœurs, leurs proches avoir du mal à s'en remettre. Je me rappelle cette femme qui disait, je pense à l'IVG, mais j'ai peur de souffrir après. Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Alors moi, c'est un sujet que j'ai pas mal travaillé, hein. Je me suis beaucoup investie dans l'accompagnement post-avortement depuis les années 2000. Et on peut dire que les sentiments peuvent être contrastés suivant les femmes et suivant aussi les situations. La souffrance peut être exprimée tout de suite après l'avortement ou des années après, et même très longtemps après, ça arrive, hein. Elle peut surgir à l'occasion d'un événement particulier, comme la survenue d'une grossesse dans leur entourage ou lors de l'attente de leur prochain enfant ensuite, ou encore des souffrances récurrentes que disent certaines à des dates ou des lieux qui rappellent leur avortement. On peut voir que l'avortement survient dans une histoire unique de vie, de relations. Donc, c'est pour ça que les personnes aussi réagissent de façon différente. Certaines femmes sont blessées, on l'a vu, hein, des femmes dans la graduation de ce qui pouvait arriver, des femmes qui sont rejetées en dehors de chez elles à cause de leur grossesse. Elles peuvent en vouloir à l'homme hein, qui les a laissées tomber à ce moment-là. C'est assez violent d'entendre « si tu le gardes, je pars ». Et c'est quand même, il faut pouvoir le recevoir. Des jeunes aussi qui partagent sans vouloir de leur incapacité à ne pas avoir pu faire entendre leur point de vue par rapport à la pression des parents, de l'entourage. Et une femme disait, en plus de la peine du bébé que je n'ai pas eu, eh bien, en plus, j'ai ce sentiment de ne pas avoir été entendue. Un jour, une femme disait mais je comprends pas. Moi, c'est moi, je l'avais décidé. C'était ma liberté. Mais je comprends pas ce mal-être que je traverse. Voilà. Donc, ça peut rattraper à un moment sans qu'on comprenne bien. Une disait ils ont beau dire que c'est un amas de cellules, mais pour moi, c'était mon bébé. Et une autre aussi, alors ça arrive souvent, les femmes se disent, elles ont quitté elles ont pas eu, elles disent j'ai perdu le bébé et mon conjoint est finalement parti. Et donc elles le fait pour leur conjoint et finalement qui est parti et le couple s'est terminé. Il y a des femmes aussi qui disent, c'est dur à recevoir, elles disent j'ai tué mon bébé, entre guillemets, il faut pouvoir l'accueillir. D'autres qui disent je pensais que voilà j'étais dans une impasse, je ne pouvais pas faire autrement, personne ne m'a soutenu dans ces moments-là. Donc on voit que c'est
des situations, voilà, tout est étroitement imbriqué entre les traces qui sont laissées par l'avortement lui-même, mais aussi les situations affectives, les ruptures amoureuses, les échecs de relations, voilà, plein de désillusions. Et puis, ce qui est très frappant, c'est cette immense solitude qui est vécue. Et il faut voir que l'accompagnement est vraiment l'accompagnement post-avortement, oui, est le parent pauvre des politiques autour de l'avortement. Et pourtant, il est tellement important de pouvoir libérer la parole, de ne pas étouffer la voix des femmes, ce qu'elles ressentent, leurs douleurs. Souvent, elles vont dire, mais on ne m'avait pas dit, voilà, elles n'avaient pas. C'est des souffrances qui viennent après coup. Euh, je m'aperçois que aussi qu'il y a beaucoup de non-dits sur la vérité, sur l'acte lui-même de l'avortement et qui peut être très dévastateur pour les femmes, pour les hommes aussi. Mais c'est important que les femmes ont le droit de dire qu'il y avait des vies en jeu, que ce soit la vie de l'enfant à naître qu'elles peuvent regretter et leur propre vie aussi, qu'elles ont vécu comme à ce moment-là mise en danger par la situation. Donc, on voit bien les dilemmes aussi par lesquels elles sont passées. Alors, ces malaises psychologiques aussi, ils peuvent toucher les hommes, hein, bien sûr. Et je me rappelle de cet homme qui violemment disait ne me parlez pas d'avortement, moi j'ai 2 bébés à la poubelle. Et donc, voilà, il avait vécu ces avortements, peut-être sans son avis, à contre-cœur. Voilà. Et puis, beaucoup d'hommes, et Valérie en a parlé aussi, qui ont incité à l'avortement et qui peuvent vivre des culpabilités secrètes, même non dites, peut-être qu'ils sont même pas non verbalisées, même pas conscientisées, et on peut les voir qui avoir du mal par la suite pour s'engager. Ou des hommes qui disent bon, c'est pas le moment, mais on aura un enfant plus tard. Et en fait, l'enfant, il vient jamais parce que dans l'inconscient, eh bien, la grossesse rime avec tension, rime avec voilà, difficulté. Beaucoup se rendaient pas compte non plus de ce qu'ont traversé leurs compagnes et des conséquences que ça peut avoir sur elles. Et donc, ça peut expliquer ces 88% parce que ça touche l'entourage assez, voilà, ça peut aller loin dans l'entourage. Et donc, il faut du temps dans l'écoute pour démêler l'histoire, pour que les femmes ne prennent pas tout sur les épaules. Hein. Souvent, les femmes ont tendance à prendre en disant ben, j'ai été responsable. Et c'est justement pour resituer la responsabilité à sa juste place et puis relire l'histoire pour ensuite continuer à avancer dans la vie. Ouais, merci. Ces témoignages sont quand même assez poignants, en effet. Valérie, vous avez aussi cette expérience d'écoute et vous avez entendu souvent des femmes qui se posent à nouveau la question d'avorter, qui ont déjà subi un avortement et il y a à nouveau une grossesse inattendue. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, moi je trouve particulièrement bouleversant les mots qu'on reçoit de femmes qui ont déjà vécu un avortement et qui se retrouvent une nouvelle fois enceintes et une nouvelle fois dans un questionnement ou sous dépression. Je vais vous donner quelques mots de ces femmes qui expliqueront, voilà, vous feront toucher du doigt les situations bien plus que toutes les explications qu'on peut en donner. Je viens d'apprendre ma grossesse, seulement mon compagnon a peur. Il m'a déjà fait avorter une fois. Je ne veux pas d'autre fois, mais je ne veux pas le perdre. C'est tellement dur. J'ai 21 ans et je suis enceinte de 3 semaines déjà. Auparavant, j'ai eu à avorter 2 fois et je ne suis plus prête à faire cela dans ma vie. Je suis enceinte de 1 mois. Mon copain n'en veut pas. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On a une situation. C'est la 3e fois qu'il me demande d'avorter. Là, je ne peux pas. J'ai peur de regretter mon IVG. J'aime mon conjoint, mais je ne sais pas si j'arriverai à lui pardonner ce qu'il me demande encore. Je suis depuis 1 an avec mon ami. Je suis enceinte. Il ne veut pas le garder. J'ai 34 ans et j'ai déjà subi une IVG. Je ne me sens pas capable de revivre ça. Il ne le comprend pas. Je suis très mal. J'ai déjà eu recours à un avortement lorsque j'avais 20 ans. Je ne souhaite pas revivre cela, plus jamais. Malheureusement, parmi toutes ces femmes, elles ne poursuivront pas toute leur grossesse. Et c'est vrai, je voudrais vraiment
renforcer ce que nous a dit Caroline sur la nécessité de l'accompagnement post-avortement. Un accompagnement post-avortement qui permet, une juste, que les choses soient posées de façon juste, que la culpabilité soit assumée à sa juste place par la femme et qu'elle puisse aussi mesurer ce qui n'a pas été, ce à quoi elle n'a pas su résister et faire en sorte qu'en effet, elle trouve des ressources pour ne pas se retrouver dans la même situation et revivre le même écrasement. Et l'accompagnement est particulièrement précieux. Alors, on a vu donc dans cette première partie tous ces angles morts, ce qu'on n'entend pas souvent, je pense, sur cette question assez complexe de l'avortement. On voit que ça recouvre beaucoup de réalités et que les situations peuvent être très différentes. On vous propose maintenant de s'attacher un peu à la prévention, à essayer d'explorer ensemble des pistes de prévention pour éviter ce qui est parfois une situation très douloureuse. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure un sondage et on va voir quelques nouveaux chiffres de ce sondage commandité en janvier dernier à l'IFOP par Alliance Vita. C'est un sondage qu'on avait déjà fait en 2020 et c'était intéressant pour nous de voir un peu l'évolution de ce que pensent les Français de l'IVG. Vous le voyez, on apprend donc que 65% des Français pensent que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'IVG. Donc c'est un chiffre qui peut nous étonner et 81% des Français sont favorables à la mise en place de politiques de prévention. C'est quelque chose qu'Alliance Vita demande depuis très longtemps, hein, Caroline Roux, c'est cette politique de prévention. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes qui pourraient porter cette prévention de l'avortement? Cette revendication, c'est vrai que Alliance Vita la porte depuis de nombreuses années. Aussi, ce résultat est un indicateur très riche et très d'enseignement pour nous. À la fois, l'avortement est installé dans la société et la grande majorité des Français l'approuvent, mais ce serait mieux de l'éviter. Et c'est important de prendre conscience de ce décalage de l'opinion générale avec les propos militants que j'ai dit au départ, hein, qui affirment que l'avortement ferait partie de la vie des femmes. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que nous avons commandité 6 sondages de ce type depuis 20 ans, même 25 ans. Et les premiers, c'était au moment de la révision de la loi en 2001. Et nous avons maintenu à chaque sondage 2 questions qui constituent un baromètre, celle sur l'impact psychologique et celle sur le rôle de la société. Eh bien, malgré toutes les évolutions du contexte social, juridique, eh bien, les positions bougent très peu et on trouve toujours ces pourcentages assez élevés. Alors, à Alliance Vita, nous sommes engagés depuis près de 25 ans dans cette approche de prévention. Et c'est vrai que, alors que la prévention est la priorité de toutes les politiques de santé, l'avortement ne devrait pas en être exclu, en tout cas selon nous. Et la première piste de prévention qu'on pourrait dire, c'est d'abord d'accorder du temps à l'écoute, hein. Par expérience, nous savons que une véritable écoute peut aider vraiment des femmes à mieux vivre la découverte d'une grossesse inattendue et puis pour mieux vivre aussi les tensions qui peuvent et mieux les aborder qui peuvent émerger. Parce que les femmes, dans ces moments, expriment beaucoup un sentiment de solitude et c'est important qu'elles puissent trouver des espaces pour se confier sans jugement et pour prendre du recul. Autre piste, c'est celle de l'information, hein. On a dit le manque d'information, une information plus équilibrée. Et c'est vrai qu'Alliance Vita a engagé un travail d'action sociale depuis une quinzaine d'années, travail qui a été délaissé par l'État pour faire connaître et diffuser les aides et soutiens aux femmes qui sont enceintes et qui le souhaitent, avec un guide des aides sous format numérique ou papier et qui est régulièrement mis à jour. Donc cette proposition n'est plus faite depuis 2001 auprès des femmes qui consultent pour un avortement. Donc ça a été supprimé. Et puis nous appelons aussi de nos vœux la mise en place de formations des personnels de santé, des acteurs sociaux sur ces pressions, ces violences que peuvent subir certaines femmes lors de leur grossesse.
information aussi sur l'efficacité réelle de la contraception, de ses échecs. Et je pense qu'on vit un tournant actuellement et qu'il faut aborder avec la nouvelle génération qui a d'autres aspirations, aspirations à quelque chose de plus naturel, d'avoir leur corps moins médicalisé. Et je pense que c'est important de pouvoir les écouter, de pouvoir ouvrir aussi des dialogues avec les hommes. On a aussi cette question du consentement qui traverse notre société à juste titre. Donc là, il y a beaucoup de champs à explorer et qui pourraient éviter bien des difficultés et parfois vraiment des drames. Autre piste, c'est la politique familiale qui vraiment a besoin d'être revalorisée et ça aussi d'être adapté et ça dès le premier enfant. Donc, on a parlé de cette tranche 20-29 ans qui concentre les plus forts taux d'IVG. Et il y a vraiment des mesures adaptées à inventer, à adapter en tout cas, qui permettent aux jeunes femmes de concilier vie familiale, des études longues, quelquefois jusqu'à 25, 26 ans, et puis l'entrée dans la vie professionnelle. Il y a une autre question qui se pose, qui nous sont parfois posées, c'est sur la question de l'adoption comme alternative à l'avortement. Alors, dans une société où l'avortement est institutionnalisé, c'est une démarche qui s'inscrit dans des situations particulières, le plus souvent dans de grandes tensions. C'est souvent la découverte tardive de la grossesse ou bien l'abandon. On a ces situations aussi du père en cours de grossesse. Et c'est une démarche qui demeure difficile, qui n'est pas socialement valorisée et aussi qui suppose de vivre toute la grossesse jusqu'au bout avec la perspective de confier l'enfant. Voilà, c'est une démarche qui est pas évidente. Alors, ça demande un accompagnement spécifique qui soit délicat et qui doit laisser aussi la femme bien libre jusqu'au bout de pouvoir garder le bébé ou bien de le confier. Merci beaucoup, Caroline. Valérie, qu'en est-il des hommes? Mais les hommes, ils ont aussi besoin d'écoute. Et l'écoute des hommes est vraiment un champ à développer. Leur réaction violente de rejet à l'annonce d'une grossesse, c'est souvent aussi le signe d'un grand désarroi. C'est une situation, ils se trouvent devant une situation à laquelle ils ne sont pas préparés. Et c'est important de pouvoir les entendre, de pouvoir écouter tout ce qu'ils vivent, tout ce que cette grossesse, cette annonce d'une grossesse imprévue provoque comme choc qui vient plus que les bousculer, qui ébranle une situation de vie, une situation de couple, alors qu'ils n'envisageaient même pas la possibilité que ça puisse arriver. Ils ont vraiment besoin d'être écoutés, d'être entendus, de pouvoir confier ce qu'ils ressentent, d'être aidés aussi à le confier, à le déposer, à le décrypter, à pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir vraiment déballer tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe pour eux, tout ce qui se passe dans leur couple, tout ce qui se passe contre cette femme qui quelque part, ils ont le sentiment d'avoir été soit utilisés, soit trompés, soit trahis, soit pas écoutés. Voilà. Et oui, déballer, pouvoir dire, peut-être pour pouvoir dépasser tout ça. Et c'est vraiment important d'ouvrir aux hommes des espaces pour pouvoir se confier. Et oser en parler. Et il est vraiment intéressant de noter que le souci de l'accompagnement des hommes commence à émerger, même dans des sphères auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Il y a un document récent qui a été publié par l'ANSIC. L'ANSIC, c'est l'Association nationale des centres d'IVG et de contraception. Et ce document, il s'intitule « L'IVG, une histoire d'homme aussi ». Et sa baseline, la petite phrase d'accroche, c'est même si en définitive cette décision appartient à la femme et que l'IVG est une intervention sur son corps, cet événement concerne également l'homme. Et l'ANSIC propose des pistes. Alors, il le propose dans un cadre qu'on ne reprendrait pas, mais les pistes qu'il propose, on pourrait les reprendre à notre compte. Le cadre qu'il propose, c'est pour un homme, l'IVG peut être l'occasion.
d'une part, découvrir sa fertilité et celle de sa compagne, se questionner sur une paternité possible, et enfin, s'interroger sur les relations avec sa partenaire et sur le couple. Ces 3 points sont vraiment aussi des champs qui sont à explorer dans l'accompagnement, l'éducation des garçons et des hommes, c'est vraiment certain. Oui, alors du côté des femmes, du côté des hommes, des couples, la société a aussi un grand rôle à jouer, hein. On voit dans le sondage qu'on a évoqué tout à l'heure, la société devrait, selon 65% des Français, aider les femmes à éviter le recours à l'IVG, évidemment, lorsque on peut trouver d'autres solutions. On va voir avec vous, Valérie, ce que la société peut faire, un peu qu'elle accueille. Peut-être elle peut proposer qu'il soit plus favorable à la maternité. Je profite juste pour vous dire que on aura peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Voilà, des participants, de vous participants à ce webinaire. Vous avez donc le chat. Nous voyons tout ce que vous écrivez, hein, rassurez-vous. Vous pouvez poser des questions. Alors voilà, on aura donc, je pense, le temps pour une ou deux. Merci beaucoup. Valérie, alors sur cet accueil social de la maternité, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors moi, il y a plusieurs points qui me paraissent importants et voire peut-être essentiels. Le premier, ça serait sortir du silence les 3 premiers mois de grossesse. Ces 3 mois, ils sont invisibilisés, passés sous silence, comme je le disais tout à l'heure, et tout se passe socialement, comme si la grossesse n'existait pas encore. Parce que la grossesse est à ce stade, il faut le dire, c'est une réalité, elle est encore risquée, on va dire. Elle est risquée parce que il y a un risque de fausse couche qui n'est pas négligeable. On estime que 20 à 25% des grossesses s'arrêtent pendant le premier trimestre de la grossesse. Et puis, il y a aussi la possibilité d'une décision d'avortement. Ça concerne une grossesse sur 4. Donc, ce sont les raisons du maintien de cette invisibilité du premier trimestre de la grossesse qui est, qui ne date pas de l'ère de l'avortement, parce que à cause du risque de fausse couche, culturellement, traditionnellement, socialement, on n'annonce pas une grossesse avant 3 mois. Mais ces 3 mois sont aussi reconnus comme une période de particulière vulnérabilité et fragilité de la femme. Ils sont marqués par un immense chamboulement hormonal, une modification profonde de l'équilibre psychique et l'ambivalence qui en découle entre je veux cet enfant ou je veux pas, je peux ou je peux pas, ce qui est aussi un autre aspect de l'ambivalence, ce sentiment de capacité qui en plus est activé par le poids de toutes les pressions sur la parentalité parfaite. À cela s'ajoutent toutes les montagnes russes émotionnelles qui font passer du joie au doute et au rejet. Et tout ça, c'est très perturbant et angoissant, même si, quelque part, ça fait partie de la réalité de ces 3 mois de la grossesse, qu'elle soit intentionnelle ou non. Et on peut dire que tout ça, c'est vraiment sous-estimé et mis sous silence, et que ça rend les femmes enceintes particulièrement fragiles, vulnérables aux tensions, aux oppositions, au manque de soutien et aux pressions de leur environnement proche. Les symptômes du début de la grossesse peuvent être très, très handicapants et en tout cas très inconfortables et difficiles à vivre, entre les nausées, les vomissements, la fatigue extrême. Dans l'enquête périnatale de 2021, près de 80% des femmes disaient avoir vécu une fatigue extrême pendant leur grossesse et particulièrement au début aussi. Et tout ça, ça mérite vraiment d'être mieux traité et mieux accompagné dans notre société. Or, c'est très peu pris en compte par le corps médical qui prête une oreille plutôt distraite à l'énoncé de ce qu'ils considèrent ou qu'ils appellent les petits mots normaux de la grossesse. Et les femmes sont souvent amenées à traverser seules cette période difficile. Et beaucoup disent manquer d'écoute et d'empathie à ce moment-là, alors qu'elles auraient aussi besoin de soutien, de reconnaissance, et puis de possibilités aussi d'aménagement de leur vie quotidienne, en particulier professionnelle.
Et selon un sondage qui a été réalisé par Opinionway en 2021, 62% des personnes interrogées sont favorables à ce que la déclaration de grossesse puisse intervenir avant le 3e mois. Aujourd'hui, c'est à peu près, c'est la réalité de ce qui se passe. C'est très difficile. Enfin, c'est impossible de déclarer sa grossesse avant la 11e ou la 12e semaine. Ce qui permettrait pour celles qui en ont besoin de pouvoir obtenir des aménagements professionnels spécifiques si c'est nécessaire. Et aussi certainement aurait un effet, l'officialisation de la grossesse par sa déclaration aurait certainement un effet sur les questionnements et sur les pressions. Et en tout cas, c'est ce qu'on souhaite et ce qu'on espère si cette mesure pouvait advenir. Ensuite, l'autre point, c'est l'accompagnement des jeunes mères et des jeunes couples. Quand il ne s'agit pas du premier enfant, la réalité du vécu de la ou des précédentes grossesses influe fortement sur le questionnement sur la poursuite ou non de la grossesse en cours. La réalité de ce vécu est une composante du questionnement et pèse dans l'orientation de la décision. Et beaucoup de femmes disent avoir une expérience de la grossesse difficile ou très difficile. Elles ont été 16% à le préciser à l'enquête périnatale. 17% aussi ont eu une expérience des 2 premiers mois de la grossesse difficile ou très difficile. Et 17% présentent des signes de dépression postpartum. Enfin, autre chiffre intéressant, 25% présentent encore 2 mois après leur accouchement des signes de souffrance physique. Donc tout ça, ça crée un climat, ça s'imprègne dans la mémoire et ça fait que l'éruption d'une nouvelle grossesse va être questionnée avec tout ça comme filtre. L'autre point, c'est que les jeunes parents sont, ça c'est un constat, peu entourés et peu soutenus. Caroline en a parlé. Et les débuts de la vie avec un nouveau-né peuvent être vraiment difficiles à gérer. Et beaucoup de couples vivent des moments de crise. On appelle ça le baby clash. Alors, parce qu'on a institutionnalisé ça sous le nom de baby clash. Parce qu'en effet, devenir parent, c'est un sacré challenge. Et on dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Je pense que c'est un vrai défi aujourd'hui d'inventer le village dont on a besoin aujourd'hui. L'autre point aussi, oui, vraiment, parce que le sentiment de solitude est vraiment très souvent vécu par les jeunes couples et par les jeunes mères après la naissance. Et un tiers des personnes ont moins de 3 personnes à solliciter en cas de besoin. Donc, c'est vraiment un appel à un besoin de soutien. Et enfin, l'autre point très important, je pense, de cet accueil social que la société peut faire, on en a déjà parlé, c'est le soutien des jeunes femmes étudiantes et des jeunes parents étudiants. D'abord, un soutien financier pour pouvoir continuer ses études, avec des bourses spéciales parents, un RSA couple, parce qu'en effet, aujourd'hui, une jeune femme étudiante peut avoir droit au RSA. Si elle est en couple, elle n'y a pas droit. Le couple d'étudiants n'a pas droit au RSA étudiant, même s'il devient parent. Il y a aussi un vrai besoin de logement, de résidence étudiante pour ces jeunes couples. Et enfin, des solutions de garde d'enfants adaptées et aussi des aménagements concrets des études adaptés aux besoins des femmes enceintes et des jeunes mamans. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et enfin, il y a aussi tout le champ de l'éducation affective et sexuelle qui comprend toute cette éducation au consentement, cette éducation à la rencontre, aussi à la connaissance de soi et à la conjugalité. Merci beaucoup Caroline et Valérie pour toutes ces pistes. On va vous les remettre à l'écran aussi, hein, toutes ces pistes de prévention. Vous pouvez bien sûr prendre des notes, voilà, et avoir ça comme trace aussi. Alors, nous avons reçu quelques questions. On n'a pas
beaucoup de temps, mais on va prendre quelques questions. Alors, déjà une question assez simple, je pense. Quelqu'un nous demande si l'avortement médicamenteux est comptabilisé dans les 243 600 avortements, donc ce chiffre de Ah, bien sûr. 2023. Voilà, bien sûr, hein, Caroline. C'est dans ce chiffre total qu'on a 79% d'avortements médicamenteux, c'est bien ça? Exactement. Hmm. Alors, une question aussi, est-il autorisé d'avorter sans l'accord du père ou sans qu'il soit au courant? Valérie, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, tout à fait. C'est même pas une question d'autorisation. L'avortement, c'est le droit des femmes et l'homme n'a pas à intervenir dans ce droit des femmes qui est le droit à disposer librement de leur corps. Hmm. C'est tel que la loi Euh, française le prévoit. Voilà. hmm. Alors qu'on voit que enfin, on a vu que c'était pas si simple et que les hommes étaient quand même concernés par la culpabilité Voilà. parfois, ouais. Il y a quand même des choses qui bougent un petit peu. Hmm. Mais il y a des choses qui bougent un petit peu et qui peuvent être aussi à double tranchant. Parce qu'il y a aussi les hommes qui ne veulent absolument pas devenir pères et qui, eux, n'ont pas l'accouchement sous X pour se protéger d'une paternité. Donc, voilà. Hmm. Alors, on a plusieurs questions. Visiblement, les pressions hein, que subissent les femmes, ça a beaucoup interpellé nos participants. En effet, vous savez qu'il y a un délit d'entrave à l'IVG qui est dans la loi depuis quelques années. Et alors, certains nous demandent est-ce qu'il pourrait pas y avoir entre guillemets, un délit de pression qui pousse à l'IVG. Voilà, avec la question aussi de l'engagement de certaines féministes. Est-ce que finalement, on pourrait imaginer un délit de pression pour l'IVG ou est-ce que ça vous semble compliqué? Caroline, peut-être? Ben, je sais pas si c'est un délit, mais on voit bien la difficulté pour des femmes de faire des recours en justice autour de ces questions. C'est pas simple. Ça touche à leur environnement le plus proche. De mettre. Alors, il pourrait y avoir sur harcèlement. Quand il y a du harcèlement, il y a des mains courantes qui sont déposées. Oui, oui, ça existe. Euh, voilà. Et souvent, les femmes, elles vont avoir du mal, et on le voit bien quand on les accompagne, à dire à remettre en cause cette pression, en fait. Elles la subissent, mais elles vont vivre avec parce que ben, c'est le copain, donc c'est voilà, c'est un sujet. Peut-être que progressivement, quand même, vont être mises à jour ces pressions. Euh, mais c'est pas vécu toujours comme ben, finalement elles sont ok ben, puisqu'il la laisse tomber ben elles sont ok parce qu'elles vont pas continuer sans lui donc Hmm. ça se pose pas exactement dans les mêmes questions voilà il me semble hein, je sais pas ce qu'en pense Valérie mais Oui, oui, je suis d'accord. Hmm. Alors, on a une question qui est un peu annexe. C'était pas tout à fait le sujet de ce soir, mais vous pourrez peut-être quand même nous en dire quelque chose, Caroline. Voilà, une personne qui se pose la question, que penser des interruptions de grossesse qui sont proposées par le corps médical quand il y a un risque pour l'enfant, un handicap qui est détecté durant la grossesse? Mhm. Bon, c'est vrai qu'on a décidé que c'était pas le sujet, mais je comprends que la question soit posée parce que ça c'est tout un autre sujet où il faudrait prendre du temps et on pourra en reparler peut-être dans un webinaire. Euh, mais c'est vrai que on peut dire que le système de vérification des grossesses par le diagnostic prénatal met des pressions sur les femmes. Euh, Parce que quelquefois on voit il y a des signes qui pourraient faire penser que l'enfant a un problème et les femmes vivent beaucoup d'angoisse même si l'enfant n'a pas de problème. Et donc ça aussi ça joue dans toute Valérie parlait du contexte de l'ambiance de la maternité bah ça participe. Mais je vais pas aller plus loin sur les interruptions enfin ce qui pousse à l'interruption médicale de grossesse parce que ça demanderait encore d'autres un long déploiement. Mais c'est vrai que Hmm.
ça participe à une forme d'injustice. Hein. Quand même, il y a là aussi beaucoup de pression qui s'exerce simplement parce que aussi le corps médical se sent redevable de proposer euh, l'interruption médicale de grossesse en cas de handicap. Hmm. Alors, écoutez, une dernière question très rapide. Quelqu'un nous demande comment on calcule l'efficacité théorique des contraceptifs. Valérie, peut-être, si vous voulez Alors, nous dire en quelques phrases. Ça s'appelle l'indice de Perle et c'est calculé suivant sur 100 femmes qui utilisent ce contraceptif, le nombre de femmes qui tomberont enceintes dans l'année en ayant suivi la bonne observance. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour les questions. Je vois qu'il y en a encore quelques-unes. Merci pour votre intérêt pour ce sujet. On les a aussi, hein, ces questions, donc on prendra le temps de voir comment peut-être on peut apporter une réponse d'une manière ou d'une autre. Écoutez, pour conclure, je vous invite chacune, Caroline et Valérie, à nous donner peut-être votre dernier message, un mot de la fin de ce webinaire sur les angles morts et la prévention de l'IVG. Caroline, si vous voulez commencer. Moi, je peux dire que je suis toujours frappée par la grande solitude des femmes, les silences autour de l'avortement et une forme d'indifférence. Alors, on s'aperçoit qu'elle n'est pas générale, cette indifférence, puisque quand on interroge les Français, ils pensent qu'il faudrait l'éviter. Mais c'est peut-être un appel à se sentir tous concernés. Quand on voit tout le champ de ma prévention, finalement, on est tous concernés. Et c'est peut-être un appel à changer de regard et à prendre conscience de toutes ces situations. Merci beaucoup, Valérie. Oui, moi je reprends les mots de Caroline qui me touchent aussi. Toutes les femmes, en effet, n'avortent pas librement et par choix. Et pour moi, c'est vraiment urgent d'admettre cette réalité, de permettre à notre société d'en prendre conscience et de l'admettre pour pouvoir répondre aux besoins, à tous ces besoins que ces situations révèlent. Et tout ça, c'est tout le climat social qui entoure les relations de couple et de la maternité qui est en jeu. Merci beaucoup. Écoutez, grâce à vous, je pense qu'on a évoqué quand même de très nombreux aspects de l'interruption volontaire de grossesse, un sujet qu'on n'a pas fini d'explorer. Il est toujours essentiel d'écouter les femmes et de leur donner la parole. Et on peut aussi pousser ces quelques pistes de prévention qu'on redit régulièrement, hein, chez Alliance Vita. Alors, on vous transmettra voilà, vous trouverez, hein, sur le site internet en lien avec le webinaire, sur la page dédiée, quelques liens utiles, notamment le sondage dont on a parlé, hein, le sondage de janvier 2025 fait avec l'IFOP sur les Français et l'IVG. Il y a également tout un dossier de presse qu'on avait pu réaliser pour donner des éléments autour de ce sondage. Donc on vous donnera tous ces supports qui compléteront, je pense, ce format, ce webinaire. Et puis, vous recevrez bien évidemment le replay du webinaire que vous pourrez également partager autour de vous et regarder à nouveau si vous le souhaitez. Merci à tous pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.